Ok, voilà. Donc, sorry pour le petit souci technique avec le PC. Donc, encore une fois, bienvenue à tous, avec l'objectif ici de pouvoir vous informer correctement par rapport à l'aptitude professionnelle dans le secteur du transport. Voilà, je vais venir sur la présentation. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas entendu, on avait au niveau du programme les généralités et expliquer d'où vient cette aptitude professionnelle, voir si tous les chauffeurs sont concernés. Et là, on a eu quand même des clarifications de la part du SPF par rapport à la notion d'activité principale. Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. L'obtention du CAP, comment obtenir cette aptitude professionnelle, ainsi que le maintien de l'aptitude professionnelle avec des nouvelles dispositions quant à la législation à suivre. Enfin, la lecture d'un permis de conduire, avec là quelques illustrations pour vous en agence quand vous avez une personne à placer sur un métier de transport, pouvoir lire correctement le permis de conduire. Voilà, pour cette partie-là, on va s'engager à ne pas dépasser les 30 minutes. Et enfin, un question-réponse. Voilà, alors j'en viens directement sur les bases légales, vous dire qu'on est actif sur des directives européennes et différents arrêtés royaux, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Alors, l'origine du CAP, c'est pas neuf, puisque déjà en 1958, la France a été précurseur au niveau de la législation pour mettre en place une formation qui visait à former des conducteurs de poids lourds et la mise en place d'une formation continue pour maintenir ces chauffeurs dans le métier. Et donc, l'Europe a quelque part calqué le modèle français dans une directive européenne qui s'impose désormais à tous les États membres. Alors, elle a mis en place cette aptitude professionnelle par deux choses. L'accès au métier qui est ce qu'on appelle la qualification initiale. Ok. Et une fois que j'ai obtenu la qualification initiale, c'est la formation continue qui me permet de rester actif dans le secteur du transport en tant que chauffeur. Alors, pour qui et quand cette aptitude professionnelle, en fait, au niveau de la Belgique, c'est assez simple, puisque tous les travailleurs ressortissants d'un État membre sont concernés par l'aptitude professionnelle. Voilà. Les travailleurs du secteur du transport de personnes, et ça c'est le cas depuis septembre 2008, et au niveau du transport de marchandises, c'est d'application depuis le 10 septembre 2009. Alors, c'est un petit visuel qu'on a prévu pour vous en agence, parce que quand on démarre en tant que consultant, c'est pas toujours évident dans le secteur du transport de faire la distinction entre un permis C et permis CE. Un permis C, c'est quelque part fixe, il n'y a pas de véhicule articulé, ou en tout cas une notion de véhicule articulé. En revanche, sur le permis CE, vous avez ici un tracteur avec une semi-remorque articulée, camion-remorque et un semi-porté. Voilà, on ne va pas aller trop dans le technique évidemment pour ce webinaire. Alors, est-ce que tous les chauffeurs sont concernés? La directive européenne prévoit en fait des exemptions. On ne va pas non plus s'attarder sur les exemptions. Savoir que tous les véhicules qui ne dépassent pas 45 km/h ne sont pas concernés. Tout ce qui est armée, police et autres pompiers ne sont pas concernés. Tous les véhicules qui sont sur la route afin d'effectuer des tests techniques ne sont pas concernés. Et là, cette notion est intéressante puisque dans les entreprises de transport qui emploient des mécaniciens poids lourds et donc ce mécanicien qui prend le véhicule pour aller au contrôle technique, eh bien en fait n'est pas concerné par l'aptitude professionnelle. Alors clairement, quand il va au contrôle technique, si maintenant il y a un problème au niveau des chauffeurs et que le mécanicien doit remplacer un chauffeur et donc prendre de la marchandise à les livrer, à ce moment-là, il est chauffeur en activité principale et donc concerné par l'aptitude professionnelle. Enfin, tout ce qui est véhicule d'urgence ou affecté à des missions de sauvetage. Alors là, ici dans le bas, ça peut vous intéresser. Tout ce qui est transport non commerciaux de marchandises dans des buts privés, donc vous faites des concours équestres, vous avez un véhicule C porteur, vous transportez vos chevaux, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin d'aptitude professionnelle. Toujours au niveau des exemptions, et là on a quelque chose qui a maintenant été davantage clarifié par le SPF, les véhicules qui sont utilisés pour le transport de matériel, à condition que l'équipement qui est transporté soit utilisé pour l'activité du travailleur. D'accord. Alors, il a été noté à condition que la conduite de véhicule ne constitue pas l'activité principale. Et cette notion d'activité principale est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que si vous avez affaire à, imaginons dans la construction, un
un chauffeur qui est amené à faire du terrassement pour voilà, faire une mise à niveau pour une maison. Le matin, il va prendre son grand camion plateau avec sa pelleteuse. Toute la journée, il va travailler avec sa pelleteuse. Là, l'activité principale, c'est bien faire du terrassement et c'est pas être chauffeur. En revanche, si ce même travailleur est amené tous les jours à livrer différentes pelleteuses sur différents chantiers, à ce moment-là, on est bien sur une notion d'activité principale et donc soumis à l'aptitude professionnelle. En surplus, le SPF a mis en place une liste pour donner des exemples concrets de personnes qui ne sont pas soumises au CAP. C'est le cas des forains, des vendeurs sur les marchés, des jardiniers, installateurs de cuisine, pour autant que toute la journée, ils sont affairés à monter des cuisines et pas à livrer des cuisines. OK. Alors voilà, et ça c'est une spécification importante qui est donnée par le SPF, c'est que seul le pouvoir judiciaire peut dire si oui ou non on est sur une activité principale. Et c'est l'exemple que j'avais donné juste avant. Si notre monsieur qui travaille dans le bâtiment fait tous les jours de la livraison de pelleteuses, au moment du contrôle, il ne pourra pas dire que son activité à lui, c'est d'être toute la journée sur un chantier à faire du terrassement, puisque clairement, son boulot, c'est de livrer des pelleteuses. Donc à ce moment-là, il est soumis par l'aptitude professionnelle. Donc c'est bien le pouvoir judiciaire qui va dire si oui ou non on a une notion d'activité principale ou pas. Alors, comment obtenir le CAP? Puisque là, c'est depuis une législation qui nous occupe depuis 2009. L'Europe avait donné aux États membres différentes possibilités. La première possibilité, c'était que chaque travailleur suive, ou demandeur d'emploi, suive une formation de 280 heures, plus 20 heures de conduite et un examen théorique. Il y avait une deuxième possibilité qu'ils avaient appelée la formation accélérée, qui était 140 heures de formation plus un examen théorique, avec 10 heures de pratique conduite. Également, la possibilité de ne pas faire de formation préalable, mais un examen théorique et pratique. Et une quatrième possibilité, appliquer des droits acquis. Donc, la Belgique, clairement, a fait le choix de pas de formation préalable et un examen théorique et pratique, et appliquer des droits acquis. Alors, on va s'intéresser aux droits acquis. Les droits acquis étaient pour toutes les personnes qui étaient titulaires d'un permis du groupe C avant le 9 septembre 2009. Donc, on a considéré que tous ces chauffeurs avaient l'expérience utile pour être en lien avec l'aptitude professionnelle et donc avaient le CAP. Okay. Par contre, ils sont bien concernés par la formation continue. Aussi, pour tous les nouveaux permis qui ont été délivrés depuis le 10 septembre 2009, là, il n'y a pas de formation préalable, mais en tout cas, je peux vous garantir que pour passer l'examen, il faut se préparer un minimum parce que l'examen évalue quand même pas mal de compétences. Alors, dans les autres États membres, quels sont les choix qui ont été faits? Bien, vous voyez qu'en fait, en France, on est resté toujours sur le principe des cours et des examens, tout comme l'Espagne, tout comme l'Italie, le Luxembourg. En revanche, au nord, Pays-Bas, ils ont fait le même choix que la Belgique, c'est de mettre en place uniquement des examens. Alors, toujours dans l'obtention du CAP, de quoi est constitué cet examen? Donc, en fait, il faut faire connaissance avec la notion d'examen combiné, c'est-à-dire que quand le travailleur va passer l'examen permis de conduire, il va aller chercher d'une part le permis de conduire et d'autre part l'aptitude professionnelle. Okay, donc au niveau théorique, on va l'évaluer sur 50 questions spécifiques au code de la route, connaissance des panneaux par exemple, 50 questions relatives à l'aptitude professionnelle. Il y aura également 8 études de cas et 10 questions orales. Alors, il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à l'examen oral. On a quand même un très très bon taux de réussite quand on regarde parmi nos partenaires sur cet examen oral. C'est vrai que dans un premier temps, on pourrait se dire, waouh, examen oral, est-ce qu'on aura encore des chauffeurs? Mais rassurez-vous, on a encore toujours des chauffeurs qui aujourd'hui réussissent les différents examens. Au niveau de pratique, il y a des manœuvres aptitude professionnelle, un test pratique hors circulation qui est principalement un test d'arrimage de marchandises et le test sur la voie publique, autrefois pour un code route uniquement permis C, c'était 45 minutes. Maintenant, sur cette notion d'examen combiné, bien l'examen va durer 90 minutes. Donc, on considère avoir un temps suffisant pour évaluer les compétences pratiques du candidat en voie publique.
Alors, on vous l'a mis pour info, le coût de l'examen théorique plus ou moins 200-230 euros et le pratique 245 euros. Donc, vous voyez que c'est quand même un coût assez important que pour obtenir les permis de conduire. Mais le secteur, en tout cas notre secteur, a mis pas mal de choses en place pour aider les entreprises sur le coût des permis de conduire. Alors, pour le maintien du CAP au niveau de la formation, il y a un principe général qui est de suivre 35 heures de formation par période de 5 ans. Donc, on parle de 5 jours de formation puisque les jours de formation comptent 7 heures, de cours. Ok, important, mais ça vous le savez certainement, le centre de formation doit être agréé par le SPF ainsi que le module. Donc ça, c'est le principe général. Quelle formation? Bien, là, l'Europe a mis en place 3 thématiques. La première thématique qui concerne tout ce qui est recyclage en conduite rationnelle sur base des consignes de sécurité. Là, on va retrouver vraiment tout ce qui est technique par rapport au véhicule et pouvoir agir sur l'éco-conduite, par exemple. A mis un deuxième, voilà, pouvoir optimaliser la consommation de carburant, pouvoir transporter un chargement tenant compte des prescriptions de sécurité. Ok, donc là, on est sur la première thématique. Il y a une deuxième thématique qui a été mise en place qui est davantage liée à la connaissance de la législation, connaissance des temps de repos, des temps de conduite, savoir compléter un document CMR. Et enfin, un troisième axe qui est santé, sécurité routière et environnement. Et là, on va retrouver quand même pas mal de choses puisque on a l'opportunité dans ce module de faire par exemple un module secouriste, mais c'est un module secouriste d'une journée, donc c'est pas le brevet européen premier secours. Hein. Voilà. Alors ça, c'est les différents, en tout cas les 3 groupes qui ont été mis en annexe de la directive européenne. Donc, l'enregistrement des formations, comment ça se passe? Le travailleur va suivre la formation auprès d'un opérateur agréé, on l'a dit, et cet opérateur dispose de 5 jours pour faire l'enregistrement de toutes les formations dans un système qui s'appelle Chronos et qui est propre au SPF. Ensuite, les communes consultent toutes les données online dans un autre système qui s'appelle Mercurius, mais voilà, il y a une base de données commune, en tout cas sur ces 2 systèmes. Et dès que le travailleur a obtenu 35 crédits de formation, donc 7 jours à 5 jours pardon, à 7 heures, ça fait bien 35 crédits, il peut alors à ce moment-là renouveler son code 95 aptitude professionnelle. Alors, la difficulté aujourd'hui pour toutes les entreprises, pour tous les travailleurs, c'est qu'il n'y a pas une plateforme qui existe permettant aux travailleurs de consulter le solde de sa formation. Donc, savoir s'il a suivi 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas toujours évident parce qu'on est sur une législation qui se répète chaque 5 années. Donc, c'est pas une fois 35 heures, c'est à chaque fois. Donc, on est sur un cycle continu. Et là, malheureusement, on doit déplorer qu'il n'y a pas un outil qui existe pour le travailleur pour consulter, même en agence intérim. On n'a rien, malheureusement, pour la consultation des formations suivies. Donc là, le secteur a mis en place un passeport aux compétences pour les entreprises. Maintenant, le travailleur a toujours la possibilité de prendre contact avec sa commune. Par téléphone, certaines acceptent, avec son numéro national, afin d'être informé sur les formations qu'il a suivies. Alors, au niveau des nouvelles dispositions, donc là, il faut bien expliquer que la date d'obtention du permis C plus aptitude professionnelle est prépondérante. Donc, on a la majorité des chauffeurs qui avaient obtenu un permis C avant le 9 septembre 2009. Ceux-là, pour la première vague de 35 heures, donc pour les 35 premières heures, ils avaient le choix libre des formations. En revanche, dans la deuxième vague, donc pour ces chauffeurs-là, on est maintenant dans la deuxième vague, ils doivent se conformer à l'arrêté royal de janvier 2013. Alors, une autre catégorie de travailleurs qui ont obtenu permis C plus aptitude professionnelle entre le 10 septembre 2009 et le 31 janvier 2013, ceux-là avaient également le choix libre pour les 5 premiers modules de formation. Et ensuite, on est sur l'arrêté royal de janvier 2013 qu'on expliquera juste après. Et donc, la dernière partie, ce sont tous les travailleurs qui ont obtenu un permis de conduire à partir du 1er février 2013. Ceux-là doivent directement se conformer à l'arrêté royal de janvier 2013. Alors,
Qu'est-ce qu'il dit cet arrêté royal de janvier 2013? C'est que le travailleur ne peut plus suivre n'importe quel module. C'est-à-dire qu'avant cet arrêté royal, il n'était pas impossible qu'un travailleur pouvait suivre 5 fois, par exemple, un module sur le constat d'accident. Ok, donc maintenant, par cet arrêté royal, on dit clairement que le travailleur ou le demandeur d'emploi doit suivre 3 thématiques différentes. Donc aller chercher un module dans chaque thématique et en plus, ça c'est un petit peu la pierre d'achoppement, c'est que chaque travailleur doit avoir un module de conduite économique qui comprend au moins 3 heures de volant par chauffeur. Donc là, vous imaginez un peu le coût, on vous l'a mis juste après. Alors sur ces 3 heures de volant, bah, vous imaginez sur une journée finalement dans un camion, on pourra peut-être prendre 2 chauffeurs. Donc il existe une possibilité pour les opérateurs de formation de splitter en fait ce module en théorie et pratique, sachant que la pratique devra se donner dans les 60 jours maximum de la théorie. Et là, vous avez le coût pour ce module de conduite économique. On estime entre 300 et 650 euros par chauffeur, dépendant de l'opérateur de formation et dépendant également si l'entreprise met à disposition son propre véhicule, ce qui, pour un module de conduite économique, est un peu plus pertinent. Alors, au niveau des dispositions futures, là, on vous a fait un point d'attention. Il y a, depuis le 10 septembre 2009, des personnes qui sont passées peut-être par une auto-école, ont été chercher un permis poids lourd, permis C, mais n'ont pas fait l'examen combiné, donc ne disposent pas de l'aptitude professionnelle. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'obtenir la qualification initiale en réussissant les examens théoriques et pratiques. Il n'y a pas d'autre alternative, il faut aller chercher l'aptitude professionnelle. Voilà, en tout cas, je peux vous dire qu'on a déjà connu des situations au niveau du Fonds social. Alors, un deuxième point d'attention, c'est des chauffeurs qui ont obtenu l'aptitude professionnelle par droit acquis, donc ceux-là avaient déjà le permis C, CAP avant le 9 septembre 2009, ou ont réussi un examen initial, mais à ce jour n'ont suivi aucun jour de formation. Alors ces gens-là ne doivent clairement pas refaire les examens, mais en revanche, ils doivent suivre les 35 heures de formation. Alors, on avait dit au niveau du programme, on a prévu une petite lecture de permis de conduire, puisque c'est vrai que quand on travaille en agence, ben, quand vous regardez un permis de conduire, il y a énormément d'informations au verso et surtout pas mal de dates. Donc, on vous a ici proposé quelques permis de conduire, où vous avez ici les différentes catégories. Au niveau du permis C, on voit qu'ici, il a été obtenu le 28 février 2015. Le permis CE a été obtenu en juin 2016. Vous avez la colonne 11 qui est assez importante puisqu'elle concerne la sélection médicale. Donc ici, il n'y a pas de problème, la sélection médicale est valable jusqu'au 5 octobre 2019. Et vous avez la colonne qui sera très importante puisque la colonne 12 reprend l'aptitude professionnelle précédée du code 95. Ok, dans ce cas-ci, l'aptitude professionnelle est valable jusqu'au 25 février 2020, ce qui signifie que ce chauffeur devra, avant le 25 février 2020, suivre 35 heures de formation pour renouveler ce code 95. Alors, un deuxième permis, voilà, c'est un petit piège. Vous avez ce permis de conduire en agence pour un métier de transport. Eh bien, il y a un souci parce que nous n'avons pas d'obtention de permis C ni d'obtention de permis CE. Ok. Un troisième, toujours le permis C obtenu en février 2013, pas de souci, le permis CE en avril 2014, ok. Une sélection médicale qui est notée en rouge, pourquoi? Parce qu'elle expire au 13 décembre 2017, donc c'est concrètement un chauffeur qui sera à partir du 14 décembre 2017 en infraction s'il n'a pas renouvelé sa sélection médicale. En revanche, son aptitude professionnelle est quant à elle disponible jusqu'au 11 février 2018, donc pas de souci. Et enfin, on voit un dernier permis de conduire. Donc vous avez le permis C obtenu en 79. Vous pensez bien que c'est déjà un ancien permis. Permis CE en 77. La sélection médicale, pas de souci, jusque décembre 2019. Le code 95, pas de souci, 28 décembre 2019. Et vous voyez ici 0101, ça correspond à ce qu'on appelle les mentions restrictives. Alors, on vous a mis dans le PowerPoint que vous aurez possibilité de télécharger les principales
principales mentions restrictives au niveau des permis de conduire. Donc un 0101, ça veut dire que le chauffeur doit porter des lunettes pour la conduite du véhicule. Hein, vous avez ici toutes les familles différentes des codes et des mentions restrictives. Voilà, par souci de facilité, on n'a pas tout mis parce qu'il existe plus de 110 codes au niveau des mentions restrictives. Alors, retenez quand vous avez un travailleur en agence pour un métier de transport, de bien vérifier à l'arrière du permis de conduire, puisque depuis 2013, on est sur les nouveaux permis de conduire carte d'identité, la sélection médicale dans la case 11, l'aptitude professionnelle matérialisée par le code 95 dans la case 12, savoir où le chauffeur en est dans ses formations, qu'est-ce qu'il a déjà suivi, normalement il devrait avoir ses attestations. En fonction de la date d'obtention du CAP, sous quelle législation il est. Donc là, vous remontez quelques slides en arrière et vous aurez l'arborescence à suivre. OK. Vérifiez également que la catégorie permis de conduire C ou CE correspondent aux besoins de l'entreprise. Hein, généralement, c'est souvent des permis CE. Dans la distribution, on est souvent sur des permis C. Et savoir si, par exemple, un certificat ADR est nécessaire pour le métier. Là aussi, ce certificat doit être renouvelé tous les 5 ans. Voilà. Je renvoie à... Donc ici, questions-réponses. Les questions vont arriver sur un autre PC ici. Voilà, au niveau des questions. OK. Hop. Voilà, donc ici pour la partie questions-réponses, vous pouvez directement taper vos questions sur le site et elles vont s'afficher chez nous. Ah, question, Sabine, oui, ok. Ouais, voilà, c'est vrai que dans une première partie, on s'excuse pour les problèmes techniques, voilà, pourtant on avait tout essayé. Ok. Ok. Donc on va répondre oralement au niveau des questions qui rentrent chez nous. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est peut-être une bonne nouvelle, c'était peut-être clair. Alors voilà, la première question qui arrive, c'est dans quel cadre a-t-on besoin d'un ADR? En fait, le certificat ADR est spécifique au transport de marchandises dangereuses. Donc il faut voir au niveau de l'entreprise, elle le sait de toute façon, si elle fait du transport ADR. Je vais vous donner un exemple concret. Quelqu'un qui va travailler dans une usine, dans une entreprise qui fait de la distribution de combustible, il faut un certificat ADR citerne. Puisqu'au niveau du certificat ADR, il y a deux composantes. Il y a ce qu'on appelle la partie colis et il y a également la partie citerne. Donc pour du transport de combustible, c'est la partie citerne qui sera nécessaire. Alors, la question suivante est dans quel cadre a-t-on besoin d'une sélection médicale? En fait, tous les véhicules du groupe 2, donc les véhicules du groupe 2, généralement à partir du permis C, permis CE, permis D, transport de personnes, permis D, on a besoin d'une sélection médicale pour le groupe 2. Donc cette sélection médicale, elle comporte un examen ophtalmologique assez complet pour évidemment tester la vue du chauffeur. Il y a une analyse d'urine, il y a un examen médical, un petit check-up pour voir que le chauffeur est en bonne santé pour le transport de marchandises et pour le transport de personnes. Cette sélection médicale, généralement, elle est valable 5 ans, sauf si le médecin décide d'une date plus courte. À ce moment-là, elle est clairement notée sur le permis de conduire. Voilà, il peut arriver que des chauffeurs au-delà de 50, 55 ans ont besoin de renouveler tous les ans, tous les 2 ans, leur sélection médicale. Voilà pour la question sur les sélections médicales. Alors, pour l'exemplaire de la présentation, oui, il y a un exemplaire qui sera à votre disposition, fichier PDF, sur le site du FFI. Et l'enregistrement de ce webinaire sera également accessible, voilà, pour vos fêtes de Noël éventuellement. Ok. Et il y aura également un mail de suivi qui vous sera envoyé. Alors, le C95, j'imagine qu'on parle du code 95, est valable 5 ans. Ça, c'est vrai, le code 95, pour tous les chauffeurs qui avaient déjà un permis de conduire avant 2009, avant le 9-9-2009, avaient ce code 95 pour 7 ans.
Ça, c'était une particularité qui devait permettre à tous les chauffeurs d'avoir une période supplémentaire pour suivre le premier module de formation. Parce qu'imaginez, plus de 100 000 chauffeurs en Belgique, ils doivent tous aller en formation. Donc là, on avait prévu ce qu'on appelle un moratoire de 2 ans pour suivre la formation. Donc dans la première vague, ces chauffeurs avaient 7 ans pour suivre la formation. Maintenant, on est dépassé le 9 septembre 2016 et donc le code 95 est bien valable 5 ans, pas moins, pas plus. Alors, une autre question, très bonne question d'ailleurs par rapport aux frontaliers. C'est vrai qu'on n'a pas abordé cette question. Qu'en est-il pour les permis français? Le code 95 est repris sur une autre carte. Nous devons faire attention à quoi lorsque nous engageons un travailleur français? Alors, pour les travailleurs français, petit coucou à toutes les agences frontalières, le travailleur français, donc domicilié en France, dispose lui d'une carte de qualification. Alors, en Belgique, on a fait le choix de tout mettre sur le permis de conduire, ce qui est quand même assez pratique. Par contre, en France, ils travaillent avec une carte de qualification qui est une carte qui concerne l'aptitude professionnelle et qui va aussi donner l'échéance de l'aptitude professionnelle. Donc, pour les travailleurs frontaliers, il y a 2 possibilités. Soit ils vont suivre la formation dans le pays où se situe le siège de l'entreprise. Donc, imaginons en Belgique, c'est une possibilité. Dans le cas où ils vont suivre la formation en Belgique, ils doivent suivre l'entièreté du module. Donc, on ne peut pas faire 2 jours en Belgique, 3 jours en France. Non, ça, c'est pas possible. Ils font l'entièreté du module en Belgique et ensuite, ces travailleurs français, par exemple, s'adressent au SPF pour obtenir une carte de qualification qui est conforme au modèle européen. La deuxième possibilité, c'est que ce travailleur français va suivre les 35 heures de formation en France, à savoir, petite subtilité, qu'en France, les 35 heures se donnent une semaine. En Belgique, on peut ventiler ça comme on veut sur la période de 5 ans. En France, c'est généralement par période d'une semaine. Donc, s'il suit la formation en France, pas de problème, et il obtiendra de chez Chronoservice, c'est l'opérateur qui va lui donner une belle carte de qualification. Une question par email qui concerne, à mon avis, ce point. Auriez-vous un listing pour la lecture des permis de travail? Alors, il y a une question qui est arrivée par mail, on va vous la lire aussi. Est-ce qu'il existe un listing pour la lecture des permis étrangers? Donc, si vous allez sur le site du SPF Mobilité Transport, dans la rubrique circulaire permis de conduire, il y a différents vade-mecum qui existent pour le temps que je trouve le lien, ça va prendre du temps. Qui existe pour lier les différents permis avec les équivalences. C'est surtout les équivalences qui sont importantes. Donc ça se trouve sur les services mobilité transport. Alors, une autre question qui vient de rentrer, un chauffeur-livreur véhicule type permis B, s'il est accompagné, ne doit pas être en ordre de sélection médicale. Ouais, non, là je pense qu'il y a un petit amalgame par rapport au transport de personnes, où quand on fait du transport de personnes rémunéré, là il faut une sélection médicale. Ça c'est pour le transport de personnes. Par contre, un chauffeur-livreur permis B, son type de véhicule n'est pas soumis à la sélection médicale. La sélection médicale, d'un principe général, concerne les véhicules du groupe 2 et les camionnettes permis B n'appartiennent pas aux véhicules du groupe 2. Alors, une autre question, certains de nos travailleurs ont la carte conducteur en plus de leur permis. Qu'est-ce que c'est? Alors, la carte de conducteur, c'est certainement ce dont on a parlé, notamment pour les travailleurs. Oui, c'est la carte tachygraphe. Alors, bienvenue dans le monde du transport. Donc, c'est vrai qu'il existe également une carte tachygraphe. Cette carte tachygraphe, c'est un document personnel obligatoire dans le secteur du transport et qui permet d'enregistrer tout ce qui est temps de conduite, temps de repos à bord du véhicule. Donc, dès qu'un chauffeur prend possession d'un véhicule, il doit introduire sa carte tachygraphe dans le tachygraphe, évidemment, et le tachygraphe va enregistrer tout ce qui est temps de conduite, temps de repos, et c'est cette carte qui fait foi en cas de contrôle par les autorités compétentes. Donc, c'est vrai qu'ils ont besoin du certificat ADR s'ils font de l'ADR. Ils ont toujours besoin d'une carte de qualification, carte tachygraphe, je viens d'en parler, et les Français ont en plus une troisième carte qui est la carte de qualification. Alors, une autre question qui est rentrée, toujours sur le permis français. Parfois, le code 95 se situe à côté du permis C et non le CE.
Est-ce que c'est valable pour les deux? Alors oui, l'aptitude professionnelle se situe au niveau du permis C. Normalement, les communes le mettent au niveau du C, au niveau du CE, mais dites-vous que s'il est lié à la catégorie C, permis C, il n'y a pas de problème pour le CE, puisque on fait un CAP généralement au niveau du permis C. Alors, une autre question. Ok. Un chef de chantier qui emmène ses collègues sur chantier avec une voiture ne doit-il pas avoir la sélection médicale? C'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. On n'est pas dans le cas, je pense, d'un transport rémunéré de ses collaborateurs, donc je dirais non, mais j'ai un petit doute quand même. Je vois très bien les camionnettes de chantier où on met 5, 8 personnes dedans. Je vais laisser cette question en suspens et je vous promets de revenir vers vous avec une réponse précise parce que j'ai un petit doute par rapport au fait de prendre les travailleurs et les conduire sur chantier. Et je vois très bien le genre de camionnette. Donc, si vous m'accordez un petit délai de réflexion, on reviendra vers vous après le webinaire pour cette question qui est assez intéressante. Alors, une autre question, toutes les cartes tachygraphes sont-elles digitalisées? Est-ce correct de les appeler également Digitac? Alors, ce qu'il faut savoir, Digitac, c'est le service qui s'occupe de la distribution des cartes en Belgique. Donc, Digitac est une antenne de l'ITLB, qui est l'Institut Transport Logistique Belge. Ils ont créé un service Digitac qui, lui, s'occupe en fait de distribuer les cartes tachygraphes aux différents chauffeurs. Alors, une autre question. Passe-t-on la sélection médicale? Ben, généralement, ça peut se faire auprès du service externe de l'employeur. C'est le plus courant. Maintenant, dans tous les centres médicaux qui font les sélections médicales de chauffeurs. Maintenant, si vous n'allez pas dans un service externe, la petite particularité, c'est qu'il faut aller chez un ophtalmo, puis après l'ophtalmo, aller chez un médecin. Donc, il faut le faire en 2 fois. Donc, c'est toujours plus pratique de passer par un service externe prévention, protection du travail. Non, des SPMT, j'ai pas ça. Alors, oui, il y avait une question qui est arrivée par mail par rapport au listing pour l'équivalence des permis. Donc, en fait, la réponse qui vient d'arriver, c'est que malheureusement, le site ne prend pas le permis recherché, notamment les permis roumains et slovaques. Alors, ce que je vais faire, et je le ferai demain, c'est prendre contact avec le SPF par rapport à l'obtention d'un fichier qui reprend aussi les permis d'origine de l'Est pour voir un petit peu concrètement les équivalences. Mais normalement, ça devrait exister. Je suis un peu étonné qu'on n'ait pas trouvé, mais en tout cas, on va s'engager demain à revenir vers vous avec le fichier, ou en tout cas une réponse plus précise de la part du SPF. Alors, toujours des questions. Ouais, les questions fusent, c'est pas mal. Alors, si un de nos travailleurs passe une visite médicale, est-ce que cela peut être considéré comme sélection médicale? Alors non, c'est pas la même chose. Les travailleurs, dans le cadre du bien-être au travail, doivent passer une sélection médicale une fois par an. C'est pas du tout la sélection médicale chauffeur, hein. La sélection médicale chauffeur, comme je l'avais indiqué, est beaucoup plus complète avec un examen ophtalmo assez approfondi. Donc cette sélection médicale-là, qui a lieu généralement chaque année, n'est pas valable pour une sélection médicale pour les véhicules groupe 2, pour les camions notamment. Alors, encore des questions. Bon, en tout cas, merci pour votre intérêt sur la thématique, ça fait plaisir. Donc, encore une question qui est rentrée. Certains anciens chauffeurs n'ont toujours pas la carte Tachi. Où pouvons-nous faire la demande et le prix? Alors, certains anciens chauffeurs n'ont pas la carte Tachi. Où pouvons-nous faire la demande? Le prix de la carte TVA comprise 65 €. La demande, vous la faites sur digitac.be, 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 et vous devrez faire un prépaiement et envoyer également une photo d'identité pour obtenir la carte. Généralement, il faut compter un délai de 10 jours ouvrables à partir du moment où le paiement est arrivé sur leur compte. Voilà. Alors, par rapport à la carte tachygraphe, une petite précision. Il existe encore, mais vraiment, on est sur une minorité de camions qui sont encore au disque papier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est un petit rond en papier comme ça.
mais ça concerne vraiment une minorité de camions, puisque depuis 2005, tous les nouveaux véhicules sont normalement au tachygraphe digital. Donc pour ces véhicules-là qui sont vraiment assez anciens, pas besoin de carte tachygraphe, c'est encore des disques papier. Alors, il y a une question qui est rentrée. Est-ce que la FIMO est l'équivalence du CAP? Alors, la FIMO, c'est un terme typiquement français, formation initiale minimum obligatoire. C'est vrai qu'au terme de la FIMO en France, c'est, je pense, 280 heures, les travailleurs obtiennent leur CAP. Mais en Belgique, et on l'avait vu dans les slides, la Belgique n'a pas fait le choix d'imposer 140 heures ou même 280 heures de formation. Pourquoi? Parce qu'on a notamment tenu compte en Belgique et dans d'autres pays également de la difficulté d'avoir des chauffeurs. Donc si en plus on avait 280 heures de formation obligatoire avant de devenir chauffeur, il y aurait eu un risque d'avoir moins de chauffeurs et croyez-moi que la demande est très très grande, surtout en ce moment. Mais comme j'avais indiqué dans les slides, l'examen aptitude professionnelle est quand même assez complet et sans préparation, c'est assez difficile de se présenter pour obtenir une réussite. Voilà, voilà. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas d'autres questions. On attend, je ne sais pas si on a des questions par mail. Ouais, c'est ça. On a de toute façon noté deux choses par rapport aux demandes. C'est la liste SPF pour notamment les pays de l'Est et pour la sélection médicale pour éventuellement un chef d'entreprise qui transporterait son personnel à bord d'une camionnette. Là, je prends contact avec mes collègues du Crème Formation Construction. Alors, une question qui est arrivée. Donc, pour être totalement en ordre, le chauffeur doit, en plus du permis, être en ordre de CAP, de sélection médicale et de carte tachygraphe. C'est vrai que si on a besoin du chauffeur tip top prêt pour demain, il doit avoir bien sûr le permis de conduire pour conduire le camion. Ça, je pense que c'est une évidence. Disposer du CAP. Et là, vous l'avez vu, c'est matérialisé sur le permis de conduire au verso le code 95. Attention, si je vois un code 95 avec une date de validité, ça veut dire également qu'avant cette date, je dois suivre les 35 heures de formation. Et c'était un des exemples qu'on vous a montré dans le slide. Il y avait une aptitude professionnelle, une sélection médicale qui arrivait à échéance au 13 décembre. Donc là, attention, vigilance. Donc, disposer du permis, évidemment, être en ordre de CAP, la sélection médicale, vous la retrouvez également sur le permis de conduire, et la carte tachygraphe, si le véhicule, et c'est très très probable, utilise une carte tachygraphe. Là, la carte tachygraphe, on est aussi sur un document personnel au même titre que le permis de conduire. Alors, il y a une question qui est rentrée, elle est davantage pour le FFI, c'est où peut-on inscrire les intérimaires en formation CAP? J'imagine sur le site internet du FFI, vous avez la possibilité d'inscrire des intérimaires sur les différents modules. Je pense qu'il y a un calendrier en ligne. Ouais, c'est ça. Le planning, me dit-on, est en préparation et arrive sous peu. Voilà, c'est même d'ailleurs sous l'onglet calendrier des formations. Et je sais qu'il y a pas mal de formations qui sont organisées aussi par le Forum, je pense, voilà, qui est aussi notre partenaire. Alors, quel est le prix de cette formation? Alors là, aujourd'hui, je viens gratuitement, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, pour les formations CAP, c'est dépendant du module. Si on est sur un module théorique, par exemple, constat d'accident, document CMR, bien là, imaginez qu'on est dans une salle où on peut mettre 10-15 personnes. Là, évidemment, le coût est moindre. On compte généralement 150 à 200 euros par journée par travailleur. Maintenant, encore une fois, ça dépend de l'opérateur de formation. Par contre, sur les modules de conduite économique, là, vous comprenez bien qu'il y a l'utilisation d'un véhicule, il y a le carburant, il y a le fait que sur une journée, on ne peut former que 2 travailleurs. Donc là, au niveau du coût sur le module de conduite économique, on est davantage entre 300 et 600 euros par travailleur. Mais encore une fois, tout dépend de quel opérateur de formation. Nous n'avons pas, nous, d'affinité avec quelconque opérateur.
Voilà, c'est ça. D'ailleurs, le FFI est aussi à votre disposition pour ces questions sur le coût des formations et de voir aussi les possibilités de formation des intérimaires. Ce sont des prix TTC. Prix net TVA, ouais. Ça, c'est important de le dire. Ouais, tout à fait. C'est vrai que les prix que moi je donne, mais c'est une habitude, ils sont TVA comprises. Voilà. Après, il existe toujours pour les entreprises pour réduire le coût d'utiliser les chèques formation. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Maintenant, pour les entreprises de notre secteur, donc qui comptent quand même 65 000 travailleurs en Belgique, il y a aussi des budgets qui sont mis à disposition par le Fonds social du transport pour la formation des travailleurs, qu'ils soient du secteur transport ou du secteur logistique. Voilà. Alors, je vais revenir. Apparemment, il n'y a plus de questions. Je vais revenir sur le slide, voilà, et je vais repasser la main à Valérie, si j'y arrive, voilà, hop, 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 je vais vous cacher ça. Alors, voilà, ici, vous remercier déjà pour votre attention. Également, si vous avez d'autres questions, vous avez deux possibilités. Éventuellement, les consultants du FFI qui restent toujours à votre disposition pour toute question en lien avec le secteur du transport, mais également d'autres domaines. Et aussi, je vous ai mis le numéro de téléphone du SPF Mobilité Transport, donc le 02 277 31 11. Voilà, soyez patients parce que, croyez-moi, ils ont pas mal d'appels au niveau du SPF. Voilà. Je vais repasser la main à Valérie. Valérie. Voilà, ben le webinaire touche tout doucement à sa fin. Ben, tout grand merci à Vincent Desrumeaux pour nous avoir transmis toute sa connaissance en matière de législation qui est, ma foi, assez complexe. Merci aussi à vos nombreuses questions qui ont permis d'alimenter le contenu. Alors, une fois que le webinaire sera terminé, vous allez recevoir par mail la présentation vidéo et vous aurez également la possibilité de visionner le PowerPoint que vous retrouverez sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous solliciter si vous avez des thématiques pour lesquelles vous souhaiteriez un complément d'information et donc nous verrons dans quelle mesure nous pouvons reprogrammer un webinaire. Donc pour rappel, je gère les provinces du Hainaut et du Brabant wallon. N'hésitez pas également à contacter mon collègue Grégory Beaujean qui gère les provinces de Namur, Liège, Luxembourg, sans oublier Stéphanie Renaud pour la partie Bruxelles. Voilà, on va maintenant tout doucement se déconnecter. Un très grand merci pour votre participation et on se tient à votre disposition. Voilà, bon après-midi.